Devant le grand jury de RFM ce dimanche, Marie-Angélique Savané, célèbre militante de la cause des femmes. Au menu, la parité, les élections locales, la gestion du président Macky Sall, la retraite du cardinal Théodore Adrien Sarr, la Casamance et plusieurs autres sujets. Marie-Angélique Savané, Madame Landing Savané, face à Mamoudi Brakan, le grand jury, dimanche, 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand jury ce dimanche a l'honneur de recevoir Madame Marie-Angélique Savané. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. C'est assez bizarre, paradoxal, mais c'est la première fois que vous venez à cette émission qui vient de boucler ses 10 ans. Merci en tout cas. Marie-Angélique Savané, vous êtes sociologue, consultante internationale, ancien directeur du Bureau Afrique à New York du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP et ancienne candidate à la mairie de Dakar lors des élections locales de 2002. Vous avez une riche carrière de fonctionnaire international au commissariat aux réfugiés, Centre de recherche pour le développement international, Institut de recherche pour le développement social. Vous avez été la première présidente du panel du mécanisme africain d'évaluation par les pairs du NEPAD, qui fait l'audit sur la gouvernance des pays africains, rédactrice en chef du journal Famille et Développement, une revue d'éducation pour le développement pour l'Afrique francophone, donc journaliste. Marie-Angélique Savané, vous avez publié plusieurs articles et édité des livres sur les femmes, les systèmes alimentaires, la gouvernance, entre autres sujets. Vous êtes surtout connue en tant que militante engagée pour la cause des femmes, tant au niveau national qu'africain et international. Votre pedigree en la matière se passe de commentaires. Membre fondateur et première présidente de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, membre fondateur de Yehu Yehui pour la libération des femmes, première organisation féministe en Afrique francophone. La première question, Marie-Angélique Savané, cela fait longtemps que vous gardez le silence. Indifférence, dégoût. Quelle est la raison fondamentale de ce silence que vous rompez aujourd'hui? Oui, c'est vrai que j'ai gardé le silence, plus pour prendre du recul. Pas dégoûté, mais fatigué de l'absence de débat sur la pensée du développement au Sénégal. Fatigué par les sénégalaiseries, comme le dit notre confrère Ibou Fall. Oui, voilà, par les sénégalaiseries, les luttes personnelles, crypto-personnelles, pour reprendre Senghor, toutes ces choses qui font que le Sénégal a rétrogradé. Avant, sur la scène africaine, quand je voyageais, j'étais très fière d'être sénégalaise. Parce que souvent, quand on devait organiser des conférences, on me disait « Pourquoi tu n'organises pas à Dakar ? On n'a pas de problème de visa, on ne va pas avoir de problème d'autorisation. » Dans la plupart des pays à l'époque, dans les années 70-80, il fallait l'autorisation du chef d'État pour avoir une conférence, etc., etc. Dakar était connu comme le haut lieu de la pensée critique à l'égard de tout ce qui se faisait sur le plan du développement, mais aussi sur le plan politique, etc. On a eu, je pense, des expériences fort riches et intéressantes. Mais il me semble que quelque part, le système s'est grippé. Peut-être parce qu'on était trop arrogant, politiquement prétentieux. On a cru que, ayant pu dépasser le stade de l'absence de coup d'État, qu'on avait réglé tous les problèmes et qu'on ne se pensait plus comme étant dans une phase de démocratisation, mais on pensait que la démocratie était déjà là, établie. Or, tous les jours, depuis ces 20 dernières années, mais surtout ces 7 dernières années, on a vu qu'on était aussi fragile, aussi vulnérable que les autres. Et alors, devant cette espèce de tournée en rond que je voyais, où on ne parlait plus de qui va être candidat, mais jamais on a discuté sur des programmes, jamais on a eu des débats sur la problématique du développement du Sénégal, quels sont les choix, et personne ne peut dire aujourd'hui, moi je suis sûr, je mets ma main au feu, combien de gens ont lu le programme du président Macky Sall. Vous voulez dire que la forte focalisation sur la candidature du président Abdoulaye Wade, ancien président de la République, à un 3e mandat, a occulté le débat de fond
sur les programmes, sur les projets de société. Bien avant, c'est-à-dire c'est Wade lui-même. Wade avait une espèce de statut du commandeur. Il avait ce statut qui faisait que, au fond, il savait tout. Donc, il ne me demandait jamais aux gens ce qu'ils pensaient. Et il a créé cette atmosphère d'une pensée unique qui a été comme une chape de plomb sur les gens. Et les gens se sont, avec la crise, la survie, beaucoup sont devenus des alimentaires, comme on dit. Il fallait faire de la consulte à gauche et à droite pour trouver les moyens de survivre. Et on s'est désintéressé progressivement. Et je crois que Wade, vraiment, alors qu'il se dit intellectuel, a été celui qui a vraiment fermé la possibilité, parce qu'il n'y a pas eu une opposition réelle, c'était devenu rapidement une opposition à tout ce qu'il faisait d'excessif, parce que c'était devenu scandaleux, mais on n'a pas pris le temps de penser, au fond, qu'est-ce qu'on va faire. J'ai été partie intégrante, et même parmi ceux qui ont lancé cette initiative du M23 avec Alioune Tine à la RADDHO, mais rapidement, il fallait organiser, créer les conditions, faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Et jamais on s'est posé la question de comment on va faire. C'est vrai qu'il y a eu les assises. Mais les assises n'ont pas concerné l'ensemble des Sénégalais, qu'on le veuille ou non. C'était quand même la frange élite intellectuelle qui s'est retrouvée. Et ce n'était pas suffisant. C'était bon de revisiter les assises par rapport au temps d'aujourd'hui. Et je pense que ça a manqué. Ça a manqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont avec le président Macky Sall, mais il n'y a aucune démarche critique. On dit oui, mais à partir du moment où on soutient. Mais je n'ai jamais pensé, le soutien, ça ne veut pas dire jouer au petit toutou derrière quelqu'un, mais de lui dire, voilà les choses, de faire des contre-propositions, et quand ça ne va pas, de critiquer ouvertement. Et je crois que la démocratie n'est saine que lorsqu'il y a une critique. On en parlera tout à l'heure. Marie-Angélique Savané qui décide de parler aujourd'hui, pour dire quoi? L'opposante qui parle? Non, vous voyez, vous réduisez toujours à des... Parce qu'on est tous tombés dans... Ouais. On est pour ou on est contre. Je peux être contre et être pour à la fois. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui se fait, qui rencontre ma manière de voir, ma vision que j'ai du développement de ce pays, je ne vois pas pourquoi je ne soutiendrai pas. Je peux être pour, mais aussi avoir une pensée critique. Moi, je ne fais pas partie des gens qui sont des béni-oui-oui. On ne me connaît pas comme quelqu'un qui est un béni-oui-oui. J'ai une manière de penser et je suis aujourd'hui dans un parti qui fait partie de la coalition Ben Bokk Yakaar, mais il y a plein de choses sur lesquelles je ne considère pas nécessairement qu'il faut se taire. Le danger aujourd'hui pour le président Macky Sall, c'est de laisser cette situation perdurer. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous dites votre parti, il s'agit de Andejef PADS que dirige Landing Savané, même s'il y a un autre Andejef dirigé par Mamadou Diop Decroix. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pentecôte. Une Pentecôte qui a quand même une petite particularité cette année, c'est après le jubilé d'or du cardinal Théodore Adrien Sarr, qui va vers sa retraite. Au mois de novembre prochain, il va se retirer en principe définitivement. Un autre archevêque de Dakar devrait être désigné. La Pentecôte de cette année, elle vous dit quoi en tant que chrétienne pratiquante? En tant que chrétienne pratiquante et adhérente au mouvement charismatique catholique, je dois dire que pour moi, la Pentecôte est toujours une période de renouvellement, de conversion, parce que c'est, au fond, le témoignage d'une promesse. Nous croyons que Jésus a passé sur terre des années où il a enseigné, où par des œuvres, par des miracles, il a montré la puissance qu'il pouvait y avoir, non seulement lui en tant que fils de Dieu, mais dans l'homme, dans l'être humain. Et il a dit... Il faut que je parte parce que c'est à ce moment-là que je vous enverrai le Paraclet ou l'Esprit Saint, lui qui va vous accompagner jusqu'à la fin des temps. Et au fond, la Pentecôte, c'est revivre un peu le fait que le Seigneur tient sa promesse. Sa promesse, 10 jours après son élévation à l'Ascension, de nous envoyer cet Esprit Saint qui est la troisième personne de la Sainte Trinité et qui va nous accompagner dans notre vie quotidienne jusqu'à la fin des temps. Et je crois que c'est ça la signification profonde qui font que aujourd'hui, dans le monde entier, les gens vont se sentir mus et bouleversés par le souffle créateur de l'Esprit Saint qui nous donne les armes de vivre, de continuer à espérer
et surtout de nous convertir chaque jour pour savoir que nous avons une mission sur Terre qui est de nous améliorer en tant qu'être humain et d'arriver le plus proche possible de ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire une communication, une présence permanente avec notre Seigneur. Et je crois que c'est ça la signification particulière. Maintenant, le jubilé du cardinal, c'est vrai, c'est un jubilé qui tombe 50 ans de prêtrise, 50 ans de sacerdoce, je crois que le mot est important. Oui. Un homme qui a donné sa vie pendant 50 ans à servir une église et son Seigneur, je crois que mérite d'avoir une reconnaissance. Alors, la retraite du cardinal Théodore Adrien Sarr, il devait partir il y a 3 ans déjà, parce qu'à 75 ans, tout cardinal doit démissionner. Il a été retenu par le pape. Là, il va partir. Qu'est-ce que vous pensez de cette retraite? Nous, généralement, on n'est pas angoissés. C'est une retraite normale. Donc, à partir du moment où notre église est organisée, structurée, il y a des règles. Il devait partir à 75 ans. Il a eu 3 ans supplémentaires. Je crois que son départ, bon, c'est vrai qu'on s'était habitué à lui, mais pour nous, il y a une continuité dans l'Église. Il sera remplacé, on l'espère, par un évêque qui sera porteur de l'Église de Dakar d'aujourd'hui, parce qu'il est quand même le pasteur de l'Église de Dakar. De cette Église de Dakar, qui est quand même la capitale, qui connaît des bouillonnements, qui est une église complexe, parce que contrairement aux autres diocèses où il y a une espèce de normalité sur le plan ethnique, etc., Dakar, c'est vraiment la convergence des gens qui viennent de partout. Donc une église qui n'est pas très facile à gérer parce que les attentes des fidèles sont nombreuses, etc., etc. Mais aussi, c'est l'église de la capitale. Et de facto, joue le rôle un peu de leader dans la marche de l'église sénégalaise. Et c'est pour ça que c'est toujours un peu plus difficile, parce que les mots de l'évêque de Dakar ont toujours une portée nationale, contrairement aux autres dont vous n'entendez pas souvent parler. Par exemple, je me rends compte que pour la presse, on continue à appeler le cardinal Sarr le chef de l'église du Sénégal. Il n'est pas le chef de l'église du Sénégal. Il y a un président de la conférence épiscopale aujourd'hui, c'est l'évêque de Kaolack, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et souvent, on fait un peu mais c'est normal. Qui tiendrait la corde, semble-t-il, bien placé pour succéder. On fait des supputations, mais je crois que, vous savez, l'Église, pour ça, on peut être pour ou contre, mais est systématique dans les choix. Il y a quand même un profil par rapport aux réalités de notre diocèse. Les gens ont des éléments précis sur quelles sont les attentes des gens. Donc, par rapport à ça, quel type d'évêque ils ont besoin. Et je crois que si ce qui s'est passé en Casamance et à Thiès se reproduit dans le choix des profils, on pourra être satisfait, parce que c'est vrai qu'il faut des gens peut-être un peu plus jeunes qui ont beaucoup plus de dynamisme, qui savent qu'il y a la tâche, parce que la tâche est importante. Vous voyez, en tant qu'évêque, il a la charge aussi de tous les programmes sociaux de l'Église, que ce soit au niveau de la pastorale peut-être, mais surtout la pastorale sociale, à savoir les programmes de santé, l'école, etc. Mais aussi, chaque fois, renouveler l'évangélisation, aller dans les zones les plus reculées, porter la parole vivante du Christ, etc., etc. Donc, c'est un travail qui demande énormément d'énergie. Mais sauf que la retraite du cardinal Théodore Adrien Sarr veut dire aussi qu'on n'aura pas tout de suite, même si un nouvel archevêque sera nommé, on n'aura pas tout de suite un cardinal. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, vous savez, le cardinal, c'est un titre supplémentaire. Mais au fond, le titre, le vrai, c'est l'évêque. Moi, personnellement, ça me gêne pas, avoir cardinal ou pas. Qu'est-ce que ça apporte? Ce qui est important, c'est l'évêque. Celui qui est le pasteur du diocèse, qui, à des moments précis, nous donne l'orientation qu'il faut pour qu'on puisse vivre notre foi et agir pratiquement dans le concret. C'est vrai que l'Église est hiérarchisée. C'est vrai que cette Église a connu ce qu'on appelle les princes de l'Église. Mais je crois que tout ça, c'est dépassé. On a un pape. Si Dieu lui prête longue vie et qu'il arrive à mener ses réformes, on devrait voir beaucoup de changements, parce qu'on a mis beaucoup trop l'accent sur la hiérarchie, sur les choses. Et on a oublié que Jésus s'est adressé directement aux individus.
il a, comme je dis toujours, il a déchiré le rideau du temple pour dire, à présent, c'est vous et votre Dieu. Donc, on ne peut plus maintenant mettre autant l'accent sur le pasteur tout-puissant, etc. Le pape, quand il a été nommé, il a d'abord dit, priez pour moi. Ça veut dire que même nous, on a une action envers le pape. Et il pousse les gens à réfléchir. Il ne prend pas de décision tout seul, même si la dernière décision, lui, il est en train de montrer, par l'exemple, une autre manière de gérer l'Église et le peuple de Dieu. Le pape François. Bonne fête de Pentecôte en tout cas. Merci. À toutes et à tous. Je rappelle que nous recevons ce dimanche de Pentecôte Marie-Angélique Savané, ancien directeur du bureau Afrique à New York du Fonds des Nations Unies pour la population et ancienne candidate à la mairie de Dakar. Vous êtes également militante d'Andedjeuf PADS. Nous allons parler justement de la gestion du président Macky Sall, élu le 25 mars 2012 au détriment du président Abdoulaye Wade qui était candidat à sa propre succession. 2 ans après, quel regard vous posez sur la gestion de l'actuel président de la République du Sénégal? Je crois d'abord qu'il faut relativiser parce que beaucoup d'entre nous, on est très critiques, ça c'est le Sénégalais. On veut tout aujourd'hui et maintenant. Et ce n'est pas facile de gérer un État, surtout qu'on le veuille ou non. Les dernières années de Wade ont été chaotiques, ont été difficiles. Et beaucoup de choses ont été détruites, beaucoup de choses ont été faites à la hâte. Et on voit toujours maintenant les conséquences de tout ça. Mais Wade tient un discours contraire en disant on est en train de détruire ce que j'avais construit. Justement, il dit ce que lui avait construit. Je crois que Wade, c'est normal. Il se part de son habit d'opposant. C'est tout à fait normal. Et je trouve qu'on lui accorde même trop d'importance. On a créé une peur qui n'avait pas de sens. Et ça aussi, c'est une mauvaise gestion. Je n'ai pas compris. Qui a créé une peur? Je n'ai pas compris qu'au niveau de l'État et du gouvernement en particulier, qu'ils aient permis tout ce désordre qui s'est passé parce qu'on lui a donné le plateau qu'il adore. Quand on connaît Wade, c'est ce genre de situation qu'il adore parce qu'il excelle dans ce genre de situation. Il sait l'exploiter, il l'a exploité. C'est pas grave parce que moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une opposition, une véritable. Bon, j'espère qu'il a donné un peu plus de punch à ces gens, mais ça prouve aussi que c'était sa personnalité qui a toujours fait son parti et pas tellement les militants eux-mêmes. Donc, cette gestion n'est pas facile. Et je pense que peut-être la difficulté, c'est qu'on voit toujours pas où on va. C'est vrai que il y a eu des tentatives. Je crois que le fait même de choisir le premier ministre qu'on a eu, c'était une manière de changer de l'ordinaire en prenant quelqu'un qui venait pas de la mouvance politique, etc. Abdoul Mbaye. Mais il s'est démontré assez rapidement que c'est difficile parce que quand on n'est pas lié aux politiques, quand on n'est pas lié à un parti, on n'a pas une culture politique, c'est très difficile d'arriver à coordonner l'action gouvernementale. On nous a emmené une première ministre qui est beaucoup plus politique, mais on tombe aussi dans l'autre travers. Tout est parfait, tout est bon, et je crois que l'équilibre n'est pas encore trouvé. Et c'est pas seulement le problème du Sénégal, c'est tous les pays, moins peut-être nous ici qu'ailleurs. On a choisi d'anciens fonctionnaires de la Banque mondiale, on a essayé toutes ces formules-là. Ça ne marche pas parce que je crois que la conception même de l'État et du pouvoir de l'État est fortement personnalisée. Par exemple, vous me dites la gestion du président Macky Sall. Or, il est à la tête d'un régime. Il était censé être porteur d'un programme de société. Et c'est là où on voit que les programmes de société n'ont jamais été la base d'une élection. Vous voyez, au Sénégal, il me semble que depuis la première alternance, on vote contre quelqu'un. Mais on ne vote pas pour quelqu'un. On ne vote pas pour un nouveau programme. Et après, on est très surpris tous de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il n'a pas fait ça? Alors que peut-être, bon, il y a des tas de choses qu'il n'avait pas dites. Vous ne sentez pas le président Macky Sall appliquer un programme précis? Je pense personnellement que par rapport... Il a un programme, non, je ne dis pas qu'il n'a pas de programme précis, il a un programme. Mais est-ce que ce programme, apparemment, ne semble pas répondre à l'attente des Sénégalais? Parce que dans beaucoup de programmes, j'ai vu pratiquement depuis l'éviction du président Dia, plus personne n'a essayé de connaître au fond qui c'est ce Sénégalais qu'on veut développer. Qui c'est ce Sénégalais à qui on veut créer un système éducatif, un système de santé, des problèmes d'emploi, etc., etc. On n'a plus étudié le Sénégalais. Et le reproche que je ferai au gouvernement actuel et au chef de l'État, c'est que
je ne vois pas la participation des populations. On a un plan émergent. Ça a été l'affaire d'abord d'un cabinet, ça m'a... je pense 50 ans après nos indépendances, surtout un pays qui a des ressources humaines de qualité. J'ai travaillé sur le plan international. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle initiative, le premier pays qui pouvait mettre quelque chose sur la table, c'était le Sénégal. Or, quand on lit le programme du Sénégal émergent, honnêtement, je crois que ici, ça pouvait se faire. Mais animer ça a été confié, un débat. Oui. J'ai assisté, je vais vous dire, un cabinet oui, McKinsey, voilà. Oui. Mais pourquoi? Parce que les gens pensaient que, en confiant à un cabinet, ça aura une crédibilité plus grande. Et ça me touche profondément, ça me heurte et je me sens humiliée en tant que Sénégalais. On peut produire quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que ce serait basé sur les vrais citoyens sénégalais. Comment ils fonctionnent? Comment on peut arriver à croire que si on veut fixer, par exemple, un taux de productivité. Vous savez, ça, on le répète depuis l'indépendance. La question, c'est de savoir aujourd'hui pourquoi, 50 ans après, l'agriculture peine à dépasser ce stade-là. Et dans le programme, qu'est-ce qu'on nous propose? L'arachide encore. Donc, pour moi, il y a un problème. Et ça m'a fait revenir, et j'ai relu encore certains textes de l'époque du président Dia, quand, dans la période 58-60, ils ont lancé tout un programme d'études sur le terrain. C'était la fameuse équipe du professeur Lebré. Il y a encore certains de nos concitoyens qui vivent encore, qui sont là et qui se reconnaissent sûrement dans ça, où ils ont essayé de comprendre quel était le type de Sénégalais auxquels ils auraient affaire. Et en fonction de ça, ils ont élaboré un plan. Et la première conclusion, c'était il faut créer un corps intermédiaire qui va coacher. On dit maintenant coacher, mais eux, ils disaient encadrer les populations pour les amener à comprendre les changements scientifiques, technologiques, qui allaient permettre d'augmenter leur productivité. Tout le monde sait que ce programme a été arrêté brutalement avec l'éviction du président Mamadou Dia. Et j'ai dit pendant des années, c'est ce jour-là qu'on a raté le coche au Sénégal, parce qu'on n'a jamais pu reprendre. Alors aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas l'occasion de faire ce processus il ne faut pas être pressé dans les problèmes de développement. Parce que ce que je vois maintenant, on a au fond deux choses. Il y a le gouvernement qui dit qu'il s'est basé depuis lors, parce qu'il y a eu un discours de politique générale, sur le Yonou Yokouté. Maintenant, on nous dit le plan du Sénégal émergent dirigé par quelqu'un d'autre à partir de la présidence. C'est combien de Sénégal? On va avoir affaire à 2 Sénégal? Or, pour moi, toute approche de développement doit être une approche systémique. Votre avis sur le PSE, c'est qu'il n'est pas très connecté aux réalités que vivent les Sénégalais. Il n'est pas le résultat d'un consensus. Je vous donne un exemple. J'étais dans les années 89-90 en Malaisie. C'était une période où justement, j'étais très impressionnée par ce qui se passait, les transformations qui se passaient en Asie. Donc, dans le cadre de mon travail, j'ai utilisé toutes les possibilités. J'ai assisté à énormément de réunions en Asie. Et ce qui m'avait frappé en Malaisie, c'est d'arriver de voir comment pendant 2-3 ans, ils avaient discuté pied sur pied leur fameux 2020, leur programme 2020 pour 2020. Un peu comme nous, on dit 2035. Et ils avaient élaboré ce programme en disant en 2020, voilà ce qu'on attend de ça. Mais ça a été un programme discuté pied à pied, tous les secteurs pour arriver à une cohérence systémique. Parce que dire on va travailler sur le développement humain. Dans le même temps, il y a un ministère de l'Éducation nationale, on voit à l'heure actuelle, qui peine à gérer le problème de l'université. Mais ce n'est pas seulement l'université, c'est tout le système qui est mauvais. Je n'ai pas vu depuis des années 50 étudiants qui, en ayant un diplôme, ont pu trouver un travail. Parce que leur diplôme n'est pas adapté. Il y a quand même quelque peu où on doit s'arrêter, avoir le courage de faire des réformes profondes. Pour moi, vous savez, c'est pas parce qu'on va construire tant d'universités, etc. Mais si c'est pour faire les mêmes facultés qui vont enseigner les mêmes choses, je ne vois pas. Il faut revoir un pays comme l'Allemagne, qui est censé être un pays super industrialisé. C'est étonnant de voir l'impact de ce qu'on appelle l'enseignement technique. Et pourtant, c'est l'Allemagne. Et je me souviens... Mais justement, pourtant, la chancelière allemande a dit que le PSE, c'était un excellent plan. Mais bien sûr, les tout bas. Vous savez, je regarde le PSE, 43% du budget, c'est l'État. 40%, c'est les bailleurs de fonds. Mais pour avoir été de l'autre côté de la table des bailleurs de fonds, les bailleurs adoptent toujours le principe d'un plan. Surtout maintenant, après le Club de Paris disent il faut que l'État souverainement décide de l'orientation.
eux donneront en fonction de ce qu'ils voient. Et moi, je pense qu'effectivement, un des gros problèmes de l'Afrique, c'est que les Occidentaux financent à partir de ce qui va dans le sens de leurs intérêts. Ça, il faut être très clair. Et aussi qui correspond à la civilisation qu'ils ont dans leur tête. Or, nous, Afrique, on doit aujourd'hui, on est la dernière région en développement où tout est à construire, mais on doit pouvoir inventer. Les Asiatiques ont pu trouver, à partir de leur culture, de leur religion, des moyens de s'accaparer des principes du mode capitaliste et arriver à devenir ce qu'ils sont. Les Latino-Américains qui avaient une origine européenne, qui ont réussi aussi, après avoir connu des dictatures, à trouver des formes. Mais l'Afrique, on est là à attendre que les gens viennent nous dire, voilà, tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est les programmes qui sont issus en général du consensus international. Bon, tout le monde parle des OMD, des objectifs du millénaire du développement. 2015, c'est demain. Oui. Tout le monde sait que l'Afrique ne va pas les étendre, mais les atteindre. Je me souviens quand ça a été lancé. Oui. J'étais à une conférence, j'ai fait une communication et je disais, on n'y arrivera pas parce que les conditions idoines n'existent pas. Alors, pour revenir au PSE, il faut déjà rediscuter du plan Sénégal émergent. Non, mais c'est-à-dire, maintenant, c'est fait. Vous savez, moi, je crois beaucoup dans un processus. Un processus peut mal commencer, mais rien n'empêche aujourd'hui de créer les conditions d'un débat national, parce que ce pays a besoin de s'arrêter un peu. Mais regardez ce qui va se passer avec le local. C'est une confusion totale. On ne sait pas. Finalement, on va se fâcher tous les uns contre les autres sur quelque chose qui n'aura pas d'impact, parce qu'au fond, c'est seulement celui qui va être. Mais le PSE, je pense que l'État et le gouvernement gagneraient à faire en sorte que les Sénégalais se l'approprient. Et je lance un appel, j'espère qu'on l'entendra, que le gouvernement ose s'asseoir dans des discussions avec les parties prenantes, que chaque partie prenante puisse apporter sa spécificité dans le débat, qu'on voit comment améliorer, parce que ces programmes, vous savez, ça va durer longtemps, il ne faut pas croire que, même s'il y a une échéance 2014-2018, mais ce n'est que le balbutiement. Alors, je rappelle que le PSE ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. À partir de 2016, un taux de croissance de 7%. Mais en parlant de la gestion du président Macky Sall 2 ans après, pour parler de manière très concrète, on a tendance à opposer deux tableaux en disant c'est un champion du social, il a baissé les prix du loyer, il a baissé l'impôt sur le revenu, il a lancé la couverture maladie universelle, mais ces détracteurs ont tendance à dire l'argent ne circule pas, pour dire de manière vulgaire que l'économie ne tourne pas. Et quel est votre sentiment sur ce débat? Non, je crois que ce sera ni, comme on dit. Oui. Parce que d'abord, c'est vrai que quand on sortait de Wade, les gens étaient tellement exempts, je crois que l'idée de mettre le poids lourd sur l'aspect social était intéressante. Même si j'ai des doutes, vous voyez, sur ces bourses familiales, moi, je fais partie de ceux qui, il y a longtemps, je crois que les gens doivent suer et comprendre le prix de la chose, parce que ces petites sommes-là ne changent pas. J'aurais préféré... 100 000 francs maximum par an. Je préfère qu'on trouve du travail, des activités génératrices de revenus. Moi, je n'aurais jamais donné de bourse. J'aurais utilisé cet argent à faire des petits programmes, des petits projets dans les petites unités de quartier, dans les villages, etc. Apprendre aux gens, comme on l'a fait aux Nations Unies pendant longtemps, Food for Work. On peut trouver des moyens financiers. On l'a fait, je me suis occupé de la Caritas pendant 8 ans. On peut le faire, dire, on va vous donner les bases pour vous nourrir, mais contre travail. Mais dans le même temps, je vois ces gens qui disent que l'argent ne circule plus. Moi, ça me fait peur. Parce que je disais, mais tout le monde à l'époque critiquait Wade en disant, on ne sait pas, cet argent-là, c'est du blanchiment, il y a des immeubles qui sortent partout, on ne sait pas. Et ces mêmes gens, maintenant, vous dites, l'argent ne circule pas. C'est vrai que les hommes d'argent n'aiment pas toujours qu'on aille fouiner. Et c'est évident que la traque des biens mal acquis n'a pas rassuré beaucoup de gens dans ce domaine, parce qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui sont vierges ou qui n'ont pas de soucis. Je peux comprendre ça. Mais je crois que le problème de fond n'est pas là. C'est-à-dire, pourquoi un investisseur n'investirait pas aujourd'hui au Sénégal? Parce qu'il y a instabilité ou parce qu'il y a autre chose? Donc, il faut aussi qu'on ait le débat de fond, ou ça veut dire que l'économie ne marche pas, et auquel cas, il faut le démontrer que ça ne marche pas, parce que c'est vrai que... Quel est votre sentiment? Est-ce que l'économie marche? Oui, non. Si on regarde, ça ronronne.
tout le monde vous dit, ouais, ça marche pas, on voit les trucs et tout. L'argent ne circule pas. J'aime pas ce mot. Oui. Mais il faut dire, effectivement, on n'a pas vu de grands programmes pour booster l'économie du pays. Or, je pense un des éléments de la rupture, c'était d'inventer un système par lequel on sentirait que le secteur privé sénégalais est aidé, parce que moi, je crois beaucoup dans ce secteur privé. Il doit exister et on doit lui donner les moyens. On doit aussi ouvrir un peu plus aux investisseurs étrangers. Par exemple, on a parlé dans le PSE du tourisme. Mais dans le même temps, on exige aux gens d'avoir des visas d'entrée. J'ai voyagé dans tous les continents du monde, tous les pays de grand tourisme. La première chose que vous faites, c'est faciliter l'accès des touristes au pays, d'autant plus que nous, en dehors de la plage, on n'a pas encore grand-chose à offrir. Vous allez au Maroc, c'est moins cher, en Tunisie, c'est moins cher, et maintenant, même le Cap-Vert, là, quand j'étais au Cap-Vert au mois de février, j'ai regardé les chiffres, ils ont plus de 700 000 touristes, plus que le Sénégal aujourd'hui. Il y a un problème. Ou alors on s'enferme entre nous et on fait comme certains pays le faisaient à l'époque de la guerre froide, et c'est l'autosuffisance, on est autocentré, on ne pense pas aux autres. Ou alors on est une économie ouverte et il faut jouer le jeu. Et je pense que pour l'instant, le président Macky Sall donne l'impression qu'il essaie les deux, mais sans pour autant définir quelque chose de clair à laquelle on adhère ou pas. Il vient quand même de lancer ses grands travaux à lui, avec le pôle urbain de Diamniadio, il y a quelques jours. Oui, mais on a lancé. Oui. Et le pôle urbain. Alors ça aussi, j'ai un problème. Parce une nouvelle ville en gestation. Voilà. J'ai toujours peur des nouvelles villes. Vous savez, les nouvelles villes, Brasilia, Abuja, etc., dans les pays, je parle dans les pays du Sud, Yamoussoukro, etc., ça n'a pas toujours été des réussites. Et je crois qu'il faut éviter de tomber dans le piège du mimétisme occidental et d'oublier d'où on va. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, la priorité, c'est le monde rural. Si j'avais le choix à faire, je ne vais pas faire un pôle urbain à Diamniadio, mais je vais commencer Sénégal oriental, la Casamance, qui a en plus des problèmes, toutes ces zones périphériques où on va fixer les gens dans leur terroir, en créant justement des économies nouvelles qui tiennent compte à la fois du développement régional, les possibilités qu'il y a, etc., et qui permettent aux gens d'avancer. Mais alors, vouloir concentrer tout dans Dakar. Dakar est une presqu'île. J'ai vu, il a dit aussi qu'il va faire des tours aux pompiers. Mais c'est de grâce. Tous les urbanistes disent des maintenant... tours de 10 étages il faut inventer la ville africaine. Il faut réinventer l'aménagement du territoire en Afrique. Nous, on n'est pas Dubaï. C'est pas parce que eux, ils ont un désert. Je vois les Sénégalais, chaque fois ils vont à Dubaï, ils reviennent, même Ouad à l'époque, ils sont enthousiastes. Mais ils ont le pétrole. C'est des petits États qui ont moins d'1 million de personnes. Nous, on est 14 millions. Marie-Angélique Savané est l'invitée du grand jury. Un des gros dossiers du président Macky Sall quand il est arrivé au pouvoir, c'est ce qu'on a appelé de manière peut-être vulgaire ou triviale la traque des biens mal acquis. C'est vrai, quelques identités remarquables sont encore en prison attendant leur jugement. Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, Madame Aïda Ndiong, mais il y a l'ancien directeur du cadastre Taïbou Ndiaye qui vient de bénéficier d'une liberté provisoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette traque des biens mal acquis, de cette procédure, depuis son déclenchement jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je pense personnellement que tout régime qui s'installe doit créer les conditions d'une lutte atroce, mais féroce même plutôt, contre la corruption. Donc, cette manière de penser, et j'ai fait l'audit de la gouvernance dans plusieurs pays africains, et franchement, nos rapports, c'était toujours sur ça qu'on mettait l'importance et tout ça. Mais là, je dois dire que j'ai été extrêmement déçu par la manière dont ce dossier a été géré. Ah ouais. Je n'ai pas compris tout le bruit qu'on a fait autour, alors qu'on n'avait pas les éléments qui permettaient de mettre les choses sur la table. Et 2 ans après, on tourne encore un peu en rond. On nous donne une nouvelle aujourd'hui, puis elle est démentie le lendemain. On lit, on nous dit, bon, on a trouvé quelque chose ailleurs. Les gens de ces pays nous disent le contraire. Et on tourne en rond. Il y a quand même le procès de Karim Wade qui est prévu fin juillet. Oui, mais en dehors de Karim Wade, mais même le dossier de Karim Wade, chaque jour, il y a des choses nouvelles.
Le lendemain, alors on se dit, ça y est, ils ont trouvé quelque chose. Le lendemain, on dit, en fait, c'est pas tout à fait ça. Et moi, j'étais surprise par la liberté provisoire de Tahibou Ndiaye, parce qu'on l'avait présenté de telle manière que j'étais persuadée qu'il y avait des éléments. Alors, je crois que une des leçons qu'on doit tirer... Parce qu'il aurait lâché des bombes, que ce serait pour ça qu'il... Je sais pas. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Oui, je ne suis pas dans le secret des dieux. La presse dit certaines choses. Mais je crois, vous voyez, tout ça... Il faut qu'on en tire des leçons. Je crois qu'on ne peut plus tomber dans ces pièges. On n'est plus des enfants. Il faut arrêter de vouloir mousser quelque chose parce qu'on pense que si on dit ça, les gens vont se calmer. Non. Il faut faire de la vraie politique saine. Il y a un problème, on le pose dans son ensemble, on crée toutes les conditions pour savoir la vérité et on agit. Et je crois que si on avait fait ça avec plus de sérénité, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait les éléments de régler ce problème plus facilement. Mais montagne, oui. Attention, oui. Ce genre l'expérience a montré dans les autres pays que c'est un processus extrêmement difficile. On voit ce qui s'est passé au Congo, on voit Nigeria, Abacha, on voit même plus loin Haïti, Duvalier, c'est quelque chose de très long. Donc, il faut savoir raison garder et faire les choses étape et discerner. Est-ce qu'on n'est pas mu par, comme on dit en Wolof, tangorol, par le besoin de revanche, le besoin de nuire, plus que la recherche de la vérité. L'opposition sénégalaise, le PDS notamment, le président Blaouad lui-même parle d'acharnement. Oui, mais c'est parce que le processus a été mal embarqué. Je crois que maintenant, il faut vraiment... Je suis contente de voir que depuis quelque temps, du côté du gouvernement, il y a un calme, il y a une sérénité. Il faut laisser les choses se faire, mettre tout ce qu'il faut sur la table pour arriver à trouver la vérité. Vous n'avez pas de crainte que la montagne finisse par accoucher d'une souris, ou vous avez encore espoir qu'on trouvera quelque chose? Je sais pas. J'avoue que j'ai envie quand même, après tout ce bruit, qu'on trouve quelque chose. Parce que ce serait excessivement grave pour le régime actuel. C'est-à-dire, si après avoir fait tout ce bruit, comme vous dites, la montagne accouche d'une souris, mais ça remet en question toute leur crédibilité. Parce qu'on va dire, non, mais est-ce qu'ils peuvent s'en sortir s'ils n'ont pas été capables, avec tout ce qu'ils nous ont dit, les chiffres qui sont sortis, les milliards qu'on nous a dit? Déjà, on est mal à l'aise. Je vois l'opinion publique change un peu en disant, mais on a parlé de 600 et quelques milliards, et là, on arrive à une centaine. Ça pose des problèmes. Ça veut dire que la précipitation a été le moteur et non la sérénité. Alors, un gros thème, mais qui vient presque à la fin, mais il n'en demeure pas moins quand même que c'est un gros thème, c'est celui des femmes, parce qu'on reçoit Marie-Angélique Savané, militante, féministe de la cause des femmes, de l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement au caucus parité, en passant par Yewi Yewi. Comment qualifiez-vous aujourd'hui la situation des femmes au Sénégal et en Afrique? Il y a eu des avancées, c'est-à-dire quand on regarde dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, même dans le domaine de l'accès à l'emploi et surtout de certaines législations, il y a eu des avancées, ça je peux vous le dire, parce que je me souviens quand j'étais au FNUAB, j'ai beaucoup financé des programmes dans les différents pays pour, à l'instar du Sénégal de Senghor de l'époque, lancer ou mettre sur pied un code de la famille. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, il existe ce qu'on appelle un code de la famille sous des noms divers, mais qui protège quand même la femme et la famille. Et ça, je crois que c'est historiquement un élément important. Maintenant, on a atteint aussi une avancée dans le domaine économique. On voit beaucoup plus de femmes. Regardez dans les directions, on voit plus de femmes, etc. Et nous, on disait dans les années 90-2000, surtout à partir de 2000, maintenant, c'était le niveau politique qui était le plus difficile, la place des femmes dans la politique. Et ça, c'est vrai que les femmes ont toujours été dans la politique, mais comme masse de manœuvre, et pas comme décideurs, comme des gens qui pouvaient penser, avoir une vision, etc. Et depuis lors, il y a une avancée. Le problème du Sénégal, enfin, en l'occurrence dans le Sénégal, c'est qu'on se contente toujours des mots, d'une loi, mais on oublie son application. Et je crois que le gros problème, le jour où on arrivera à appliquer toutes les lois qui existent systématiquement, le Sénégal lui-même aura fait un grand pont.
Et c'est là y compris où se le pose... code de la famille, pour vous, Oui. le code de la famille n'est pas encore suffisamment appliqué. Le code était décidé en 73. Ouais. Donc vous voyez, entre 73 et maintenant, il y a énormément de choses qui ont changé dans la condition des femmes. Il y a le fait qu'on a quand même une masse critique de femmes beaucoup plus importante qui ont été à l'école, qui travaillent, qui ont des ambitions, qui veulent faire des choses. Il faudrait revisiter le code aussi en fonction... Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Non, il y a beaucoup de choses. Je vois, c'est sur le statut des femmes. Par exemple, vous savez, on ne peut pas codifier le statut, mais on peut créer les conditions de l'améliorer. Si je regarde aujourd'hui, je suis très impressionnée de voir que les jeunes filles aujourd'hui retombent dans cette angoisse du mariage au détriment du travail ou de l'autonomie économique, par exemple. Nous, notre génération, les générations qui sont venues après, vous allez à l'école, vous avez des diplômes, votre premier objectif, c'était de trouver du travail. Bien sûr, aidez vos parents, mais assumez un peu cette nouvelle condition. Mais effectivement, vous les hommes, vous avez eu peur de toute cette génération de femmes parce qu'elles posent des questions, elles ne sont plus aussi soumises, etc. Et je vois... remettent en cause l'autorité maritale. Non, vous savez, moi j'ai un mari, on est mariés depuis quand même 44 ans. Ouais. Pour tous ceux qui me connaissent, les gens pensent que je ne suis pas la femme la plus facile, parce que je pense et je dis ce que je pense. Ouais. Mais je pense que justement, je suis un couple très fort. Parce que pour avoir tenu 44 ans, il faut le faire. Absolument. Donc ça veut dire que quoi? Dans le couple à deux, il y a deux choses importantes, je crois. La confiance réciproque, la communication. Si on ne communique pas, on ne s'en sort pas. Or, le Sénégalais, l'homme, aime son secret. Bon, vous voyez, on ne sait toujours pas combien il gagne. Il va et vient, il a ses petites affaires et tout ça, parce qu'il a toujours peur que sa femme en profite, soit pour le soutirer quelque chose, ou lui-même se dit, on ne sait jamais si j'épouse une autre femme, etc. Et l'homme est toujours dans une situation, je regrette, je dois le dire, je ne veux pas parler des femmes sans parler de polygamie, où il joue. Parce qu'il a 2 femmes, il a 3 femmes. Mais il est obligé de mentir, il est obligé de raconter des histoires, il est obligé de... Tu dis ici ce que tu dis pas ailleurs, tu fais attention. Mais bien sûr, ça crée dans le couple un climat de suspicion et de méfiance. Et ça crée des difficultés et les femmes, au lieu de trouver les moyens de réagir à ça, ont pensé qu'il faut peut-être ruser pour y arriver. Alors, la loi sur la parité, là on parlait du code de la famille, la loi sur la parité votée en 2010 a du mal à s'appliquer partout pour les élections locales du 29 juin prochain. Quelle est votre opinion sur ce sujet? En fait, elle s'est appliquée partout sauf à Touba. Je crois que le problème, c'est parce qu'il y a Touba. Oui. Mais sur le sujet, vous savez, quand Wade a lancé cette initiative, j'ai été à la première réunion et ma question, c'était la suivante. Depuis quand un président se lève comme ça, qui lui, bon, les femmes, il les a toujours manipulées comme il veut, il prépare son projet de loi. Le projet de loi était prêt, il nous dit maintenant, il faut l'avaliser. Et on avait contesté, j'avais été parmi celles qui disaient non, il faut revoir. Pourquoi lui, qui avait décidé d'avoir une vice-présidente, n'a jamais nommé cette vice-présidente? Et on lui fait confiance maintenant que tout d'un coup il dit les femmes pour les fonctions électives seulement, alors que l'enjeu c'était pas pour les fonctions, c'était pour tout. Si on veut la parité, c'était pour tout. Mais moi je fais partie de ceux qui depuis 84 on parle de la parité, mais on a toujours dit la parité est le résultat d'un processus de prise de conscience. Aujourd'hui j'étais frappée de voir il a suffi du cas de Touba. On a oublié que le problème, ce n'est pas seulement la parité, c'est le fait qu'on dit il y a une liste du marabout. Ce n'est pas une liste d'un parti politique, ce n'est pas une liste de quelqu'un qui se positionne comme étant le représentant d'une vision ou d'une pensée politique. C'est déjà ça le problème de fond, ce n'est pas la parité. Et je crois que c'est idéaliste, vraiment idéaliste de croire qu'on peut demander à un marabout de faire une liste et qu'il ne le fasse pas en fonction de sa vision du monde, de sa religion, etc. Vous n'avez pas été choqué du tout par ça? Je n'étais pas surprise. J'étais pas surprise parce que je me disais, mais comment vous allez demander à un marabout de venir, lui qui n'a jamais, il n'y a jamais eu de femmes dans leur liste, ils ont leur manière de voir et je ne suis pas étonnée que les femmes de Touba disent on n'en veut pas. Mais le problème, c'est ceux qui étaient porteurs de ce projet. On ne réfléchit pas. Vous voyez comme la loi, l'acte 3 de la décentralisation, tout ça, on le fait à la va-vite. Les gens ont été manifestés, ont soutenu Wade, donc moi j'ai refusé. Mais en même temps, il n'y avait pas que Wade, tous les autres hommes politiques quand même ont embouché la même trompette de la parité et vous ont soutenu. Ils n'y croyaient pas.
La preuve, demandez-le. Vous avez été naïve finalement. Moi, je n'étais pas naïve, je dénonçais. Et on m'a marginalisé, je suis restée dans mon coin. On vous a marginalisé. On m'a marginalisé, je suis restée dans mon coin. Les gens qui l'ont fait n'avaient aucune pratique, ni sociale, ni pratique dans la lutte des femmes, les principales qui étaient devant. Watt les a manipulés. On avait des réunions, ils avaient des réunions nuitamment, il a donné les moyens, puis on s'est mis à faire du folklore en robe, en tissu blanc, je ne sais pas trop quoi. C'était pas ça. Le problème, c'est de savoir quelles actions on allait prendre pour faire en sorte que cette loi-là soit réellement, corresponde plutôt à l'état actuel des choses. Justement, vous êtes sociologue parce que vous estimez que cette loi sur la parité n'épouse pas les réalités socio-culturelles de notre pays. Bien sûr, les gens ne sont pas prêts à arriver à ça. Moi, je dis, depuis 84, on dit, il faut passer, on peut demander 30%. On avance et au fur et à mesure, on forme les femmes. Regardez aujourd'hui, beaucoup de listes, on met des femmes parce qu'il faut combler les trous. Ouais. Et après, les femmes vont siéger dans des assemblées où elles n'ont pas été préparées. On dit elles sont nulles. Et regardez à l'Assemblée, tout ce que vous entendez sur les femmes aujourd'hui à l'Assemblée, uniquement parce qu'elles n'ont pas été préparées. Moi, on défend la cause des femmes à condition que les femmes ne soient pas là comme des marionnettes, mais qu'elles soient des femmes conscientes qui participent dans l'élaboration et la prise de décision. Et si, à partir de la liste de Touba, on décidait un peu partout que la parité, il faut la déchirer? J'ai bien peur, parce que j'ai entendu des intellectuels en profiter pour remettre en question la loi sur la parité, mais il faudra qu'on se batte, même si je n'étais pas d'accord sur le processus. Ouais. Une fois que la loi est là, il faut la défendre. Ce qu'il faut maintenant, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir, ce n'est plus seulement une question de fonction élective, mais il faut le faire dans tout... quelqu'un comme Sankara l'a fait, et on était dans les années 80. Ce qu'il a fait, vous nommez un homme comme ministre, le numéro 2 du ministère sera une femme, vice-versa. La parité partout. Oui, ce qui a fait que vous allez dans la fonction publique burkinabé, vous voyez beaucoup plus de femmes à des postes de direction parce qu'ils ont gardé au moins ça. Oui, mais qu'est-ce que vous faites des résistances maraboutiques? Mais on négocie. C'est-à-dire, les marabouts, il ne faut pas les prendre pour ceux qui ne sont pas. Je crois que l'expérience nous a montré, nous, à l'époque de Yehui, quand on discutait sur le fait de revisiter, c'était pour revisiter le code de la famille. C'était à l'époque à l'ancien tribunal. Il y avait toutes les familles maraboutiques qui étaient là. Et notre association, Yehui, l'association des juristes de l'époque, on était présents, on a discuté avec eux. Ils n'étaient pas d'accord sur tout, mais ils écoutaient et ils disaient, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Et il y a des changements qui sont intervenus. Prenons le temps de discuter. Vous savez, un pays, on le dirige sur la base du consensus. Très bien. Alors, la mairie de Dakar, vous étiez candidate en 2002. Cette fois-ci, vous n'êtes pas partante. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Non, mais je pense que, vous savez, l'autre jour, c'est marrant, quelqu'un m'a donné ma profession de foi. Je relisais, je me dis, tiens, j'aurais dû refiler ça aux gens parce que c'est actuel. Non, mais parce que j'ai découvert. Vous savez, quand au départ, certains ici, des grands, étaient venus me voir pour me dire, mais pourquoi tu ne prends pas la mairie et tout ça, j'avais été voir Watt qui m'a dit, non, je ne peux pas te donner la mairie parce que moi, j'en ai besoin. Toi, tu es autonome, tu es indépendante. Si je te dis de faire ça, tu ne vas pas le faire. J'ai besoin de quelqu'un qui suive ce que j'ai à faire. Donc, c'est évident que quand vous êtes comme ça, j'ai fait ma campagne en disant, c'est pas lui qui décide. Je lui ai dit, moi, j'ai fait la campagne pour toi dans des conditions difficiles. Je vois pas pourquoi toi, tu dois tout prendre, etc. Bref, mais j'ai compris une chose. La question de l'argent. On gagne parce qu'on a des moyens. Parce que si vous n'avez pas des moyens, vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'occuper l'espace, même si c'est seulement la ville de Dakar. Deuxièmement, je me suis rendu compte que même lorsque vous perdez, ça, c'est pas très grave. Vous êtes au conseil municipal, mais vous n'avez aucune possibilité. Parce que qu'est-ce que les gens font? Il y a un maire, comme le président, il décide tout ce qu'il veut, alors que c'est justement au niveau du développement local que la vraie démocratie s'annonce. C'est là où on peut discuter, négocier, voir ensemble. Et je pense que j'aurais pu apporter, parce que j'avais beaucoup de bonnes idées. Et bon, malheureusement, dans ce pays, les gens qui ont des idées, qui ont des fortes personnalités, on ne les aime pas tellement. Une femme comme vous, le Premier ministre ou la Première ministre actuelle, Aminata Touré, s'oppose au maire sortant, Khalifa Sall? Oui, pourquoi pas? Moi, je crois que c'est ça la démocratie. Chacun a des ambitions pour leur localité. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi ils en arrivent à des situations extrêmes, mais pourquoi pas?
Et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui aussi se positionnent dans ce combat-là, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un apprentissage. Que faites-vous du bilan de Khalifa Sall, si alors votre préférence serait qu'une femme soit aujourd'hui maire de Dakar? Non, je ne pose pas le problème en ces termes. Moi, je n'ai pas de dire je veux une femme comparée à un homme. Je veux la personne la plus compétente. Bon, il se trouve que Khalifa Sall a été là-bas, il a appris parce qu'au début, c'était pas évident. Il y a eu quelques tâtonnements. Bien sûr, il y a eu des mesures d'annonce et tout ça. Mais une mairie n'est pas facile dans nos pays. Son bilan, est-il positif ou négatif? Non, je peux pas dire ni positif ni négatif. Mais je sais que les gens, de manière générale, les gens estiment qu'il a bien commencé, qu'il faut lui laisser le temps de continuer. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à faire, mais le maire n'a pas beaucoup de pouvoir. Franchement, si on regarde les textes, je crois que les gens réaliseront, d'autant plus quand vous êtes maire et vous n'êtes pas du même parti que le chef d'État au pouvoir, la seule chose qu'il fait, c'est de vous bloquer pour vous virer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va être difficile pour lui s'il passait maintenant à la mairie de Dakar. Je ne sais pas quelle relation il va créer avec Macky Sall, mais ce ne sera pas simple. Aïssata Tall Sall qui voulait avoir la direction du PS, cette fois-ci, c'est pas la bonne. Ousmane Tanor Dieng qui rempile. Non, moi je pense qu'elle avait raison sur le principe de dire il faut une démocratie est saine à partir du moment où il y a compétition. Il y a plusieurs positions. Et je pense le seul dommage, c'est que dans son papier qu'elle a fait, en fait sa profession de foi, elle a trop parlé des structures du parti. Le problème, c'était pas les problèmes internes, mais c'était intéressant en tant qu'elle femme qui se dit socialiste, quelle est sa vision en tant que chef de parti, comment elle voyait l'avenir de son parti pour bâtir un Sénégal et c'est ça qui manque. Comme je vous disais au départ, c'est le débat de fond. Alors nous dire, parce qu'il n'y a pas de démocratie à sein du parti, ça on s'en fout. C'est un problème interne. Mais ce qui est important, et moi je pensais que c'était bien qu'une femme ose s'élever contre une statue du commandeur comme Tanor Dieng et donne son point de vue. Maintenant, c'est évident qu'il fallait être réaliste, c'était difficile qu'elle s'en sorte, mais je crois qu'elle a ouvert une brèche. Peut-être que d'autres femmes auront le courage aussi de faire la même chose. Justement, puisque vous dites peut-être qu'il y aura une femme un jour à la tête d'un parti, certains vous auraient vu mieux à la tête d'AJ-PADS que votre époux Landing Savané. Prendre la direction d'AJ, cela vous a-t-il effleuré l'esprit? Effleure-t-il l'esprit? Ça ne m'a jamais intéressé. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il se trouve, il y a des circonstances. On s'est connus étudiant 68 arts à Paris. Il était déjà responsable. Donc, moi, je me suis jamais vue, en fait, en tant que chef de parti. Je me vois comme une personne d'influence. C'est-à-dire, je pense que je peux participer dans l'élaboration des idées, dans la mise en œuvre. Et aussi, j'avais un travail sur le plan international qui ne me permettait pas décemment de prendre en charge un parti. Parce que il faut être sur place, il faut être sur le terrain. Il y a des sacrifices à faire que j'étais pas capable ou prête de faire. Donc, je pense que le problème, c'est pas moi. Le problème, on me répète toujours ça me fatigue un peu. Mais ce que je dis, c'est que moi, je sais, c'est pas parce que c'était mon mari, non, c'est parce que j'avais pas envie d'être chef de parti. Si je voulais créer un courant d'ailleurs, j'ai été moi toujours dans un courant quelque part. Quand il a fallu un moment se définir par rapport à la question des femmes, avec d'autres femmes du parti, c'est nous qui avons créé Yehu contre le parti qui ne soutenait pas du tout. Donc, ça veut dire, quand je pense qu'il y a un sujet dont je peux être porteuse, je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait. Mais moi, chef de parti, c'est pas mon truc. Cela fait quand même une trentaine d'années qu'il est à la tête de parti, Landing Savané. Il ne doit pas se retirer? Pas nécessairement. Je crois que, vous savez, il y a des systèmes différents. Au Sénégal, si vous regardez, Wade a toujours été président de son parti. Il y a le PS, ça a changé seulement quand le président est parti. Il y a un peu cette tradition au Sénégal et malheureusement, c'est parce qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau de démocratie. On devrait, au bout d'un moment, pouvoir changer. Mais nos partis sont encore symbolisés par une personne, plus que par une vision. Y compris AJ-PADS. Y compris AJ-PADS. Merci. Marie-Angélique Savané, nous sommes au terme de cette émission Le Grand Jury. Merci en tout cas d'être venu. Émission présentée avec un immense plaisir, comme toujours, par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Salut Diop. Dans un instant,